Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints, de nous rejoindre. Vous êtes très nombreux aujourd'hui à participer à ce webinaire sur les 3 étapes pour recruter à coup sûr et éviter les mauvaises surprises. On va bien sûr se présenter, mais avant, petit rappel des pratiques de ce webinaire. Même si nous sommes très nombreux, on essaye de rendre les choses interactives. Donc, si vous avez des questions, si jamais vous avez des problèmes de son, si vous avez des problèmes de micro, n'hésitez surtout pas à nous solliciter dans le chat. On a la chance d'être 3 aujourd'hui présents. Donc, on est très attentif et on pourra vous répondre soit à l'écrit, soit à l'oral au fur et à mesure. N'hésitez pas non plus à vous présenter, nous dire d'où vous venez, si vous êtes en France, dans quel pays, dans quelle entreprise, dans le chat. C'est toujours sympa aussi de pouvoir savoir à qui on s'adresse. Et dernier petit point, ce webinaire sera bien sûr enregistré. On vous renverra le replay au terme de l'échange et surtout la présentation. Donc, si jamais il y a des points sur lesquels vous avez quelques questions, quelques doutes, vous pourrez le consulter a posteriori. On va débuter. Mélanie? Yes, je suis prête. Alors, l'idée, c'est de se présenter un petit peu pour démarrer ce webinaire. Donc, je suis ravie aujourd'hui d'animer ce webinaire en votre compagnie, Virgile et Pauline. On se connaît bien, on a l'habitude de se rencontrer sur les événements Vivatech, HRTech, tout ça. On collabore évidemment ensemble sur un sujet qui nous passionne, l'innovation dans le recrutement. Et donc, on a vraiment eu à cœur de réunir nos expertises pour vous proposer un contenu de qualité aujourd'hui. Alors, très rapidement, peut-être chacun d'entre nous peut se présenter. Pauline? Oui, bonjour, bien sûr. Écoutez, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Pauline, donc CMO et responsable partenariat chez Nuta. Donc, on a l'habitude, comme le disait Mélanie, de collaborer étroitement avec Unteed et Performance depuis un moment maintenant. Et donc, chez Nuta, nous, on va s'occuper d'accompagner tous les recruteurs et professionnels RH de manière générale sur leur transition digitale et l'amélioration de leur processus grâce à l'IA. Ok, Virgile? Donc moi, Virgile Corbucci, directeur général de Unteed, en effet, utilisateur de Nuta, utilisateur de Performance, donc c'est toujours aussi sympa de faire des collaborations avec des outils qu'on connaît bien. Nous, chez Unteed, on accompagne les entreprises dans la gestion de leur recrutement, on leur met à disposition une plateforme de recrutement qui leur permet d'externaliser tous leurs besoins, en France initialement, mais surtout en Europe, puisque aujourd'hui, on accompagne des recrutements et des entreprises dans près d'une vingtaine de pays. D'ailleurs, aujourd'hui, si on fait le petit état des lieux, Mélanie, tu es à Paris, Pauline, tu es à Lisbonne, moi, je suis à Genève. Ça montre aussi cette logique assez européenne qu'on a et qu'on essaye tous de porter. Ok, merci. Et donc, moi, je suis Mélanie Pailloux, donc je représente aujourd'hui Performance. Je manage toute l'innovation chez Performance. Donc, Performance, c'est une entreprise spécialiste de l'évaluation des soft skills, donc des tests psychométriques validés scientifiquement qui sont destinés à l'évaluation dans des contextes de recrutement, développement des compétences ou encore gestion de carrière. Et donc, on a 35 années d'expertise. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a voulu vraiment réunir nos expertises Unteed, Nuta et Performance pour vous proposer notre vision concrète sur les 3 étapes clés à ne pas louper pour un recrutement. Et donc, je vais laisser Virgile vous présenter un peu le déroulé de ce webinaire. En effet, on va passer sur 3 grandes étapes, mais vous l'avez compris, nous sommes des outils. Un des fils rouges et un des éléments qui va revenir tout au long du parcours va tourner autour de l'IA et de l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui est un appui majeur et qui permet, comme vous en doutez tous, d'améliorer à la fois les processus, l'efficacité, faciliter un peu les différents workflows de certaines tâches. Et dans ce cadre-là, on aime bien savoir aussi avec qui on échange aujourd'hui. Donc, on vous pose ce petit sondage. Question simple, est-ce que vous utilisez aujourd'hui concrètement l'IA dans vos processus de recrutement? C'est intéressant parce qu'en un an, on a vu la réponse à ce sondage-là complètement changer. Donc, on est très curieux de savoir aujourd'hui comment est-ce que vous positionnez là-dessus. On va faire un premier point très rapide sur la définition du besoin qui va plutôt répondre aujourd'hui à Unteed. Comme vous l'avez compris, on est sur des solutions de chasse. Avant de passer sur la partie évaluation des soft skills avec Mélanie, et ensuite une dernière étape, donc toute la partie entretien pour la finalisation du processus en ayant ce fil rouge l'IA. Encore une fois,
On aime, si vous êtes des utilisateurs de nos solutions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager, à échanger. Pour la grande majorité, nous sommes dans cette sphère RH, donc c'est toujours intéressant de communiquer ensemble. Vous posez les questions, on tente d'y répondre au fur et à mesure et on se prendra bien sûr un temps à la fin de l'échange pour avancer sur le sujet. Est-ce que, Pauline, Mélanie, j'ai tout dit, j'ai rien oublié, je peux y aller? Super, au top. Donc, on a essayé, c'est vrai que le processus, on le découpe en beaucoup d'étapes. On a essayé de s'appuyer, nous, sur des éléments où on récupère de la donnée, où on comprend un peu le fonctionnement, pas pour vous présenter nos solutions, mais surtout pour vous donner des clés, des insights qui peuvent justement vous aider avec ou sans usage de nos outils, mais en s'appuyant vraiment sur des données qu'on a pu récupérer. Cette première phase, on est parti d'une des phases clés, selon nous, qui permet d'assurer le succès ou éventuellement d'empêcher des échecs, c'est la définition du besoin. Pourquoi est-ce qu'elle est essentielle? Puisque c'est à partir de là qu'on va lancer une recherche et qu'on commet très souvent des erreurs qui font qu'un recrutement va s'étaler dans le temps, va éventuellement devoir être réorienté 1 fois, 2 fois, 3 fois, et que derrière, ça crée de la surcharge pour le manager qui recrute, pour les ressources humaines qui sont en front sur le processus et pour les équipes qui n'ont pas le soutien dans leurs besoins au moment donné. Donc, cette première étape, on l'a décomposée en quelques éléments clés. Et le premier point et la première erreur que nous, on constate chez nos clients, c'est au moment de la définition du besoin, c'est que très souvent, notamment sous l'impulsion des managers, on se retrouve à définir des compétences, non pas en fonction de ce dont on a réellement besoin, non pas en fonction des tâches critiques, mais en fonction de ce qu'on aimerait, de la personne qu'on aimerait avoir dans notre équipe et qu'on projette à 2, à 3, à 4 ans. C'est très bien, c'est très intéressant justement d'être dans la projection puisqu'on se dit qu'il faut fidéliser les salariés, etc. En revanche, il faut savoir que le candidat à qui on va parler, ce qui va se passer dans 3 ans, c'est très bien. Mais aujourd'hui, il a besoin de travailler sur des éléments qui sont concrets, de se projeter dans sa prise de poste sur ces 6 et 12 prochains mois. Et donc, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'une des étapes clés qui est l'analyse des tâches critiques, très souvent est complètement biaisée puisqu'elle ne se fait pas sur les 6 premiers mois, maximum 12 premiers mois du candidat, elle se fait sur les 3 prochaines années en disant dans 3 ans, on aimerait bien que la personne, elle monte et qu'elle devienne, je ne sais pas, responsable marketing ou qu'elle prenne ce sujet-là. D'accord, mais sauf qu'aujourd'hui, le candidat, quand il va vous rejoindre sur une projection dans un premier temps à 6 mois et s'il y a des choses qui peuvent évoluer très bien, en revanche, sur les compétences dont il dispose aujourd'hui et que vous allez solliciter, il est important de se projeter grand maximum 12 mois et on se dit que l'idéal, éventuellement, c'est d'avoir cette logique à 6 mois sur les compétences. Donc, une fois qu'on a identifié ce problème, quelle est la solution qu'on peut apporter? La première chose, comme je le disais, c'est d'avoir une sorte de canevas dans le lancement du brief ou dans un premier temps, lister ces tâches critiques. Trop peu le font. Trop peu partent de l'existant en se disant j'ai une ancienne fiche de poste qui fera l'affaire et ne repartent pas vraiment du besoin. En 1 an, en 24 mois, même si vous avez une base de travail sur vos anciennes fiches de poste, il faut savoir que là, la fiche métier ou le besoin du manager, le besoin de l'équipe, elle est essentielle. Donc, nous, sur Unteed notamment, on s'appuie sur l'IA pour générer des fiches de poste, on se base sur des fameux points incontournables. Ce sont des éléments qui facilitent la vie des utilisateurs, mais encore une fois, il y a un travail en amont à faire sur ces fameuses tâches critiques. Deuxième chose qui est essentielle sur la définition du besoin, et même si on sait que les candidats recherchent énormément de sens aujourd'hui, s'appuient sur le bien-être entre la vie perso, la vie professionnelle, la rémunération reste centrale. Il faut savoir que, pour vous donner un ordre d'idée, sur Unteed, on a aujourd'hui un historique d'environ 20 000 recrutements sur toute l'Europe. Dans 62% des cas, quand une proposition est refusée, elle l'est parce que le salaire est trop bas ou qu'ils vont prendre un salaire ailleurs. Donc, ça reste un des éléments centraux. Donc, alignez bien votre budget avec le marché et surtout avec le poste. Encore une fois, si vous rêvez d'un CMO qui a toutes les compétences, mais que en réalité les tâches sont des tâches de responsable lead gen et des compétences de responsable lead gen, il y aura le salaire qui ira forcément avec. Donc, il y a un élément qui est important et c'est pourquoi, de notre côté, aussi pour vous donner un aperçu sur Unteed, on permet via une IA, dès lors que vous renseignez une localisation, un titre de métier, un niveau de diplôme, un niveau d'expérience, des tâches souhaitées, donc ces fameux points incontournables, on va vous permettre tout simplement de bénéficier d'études de rémunération et d'une comparaison
entre ce que vous proposez, savoir si vous êtes dans le marché, en dehors, et avec une évolution sur les prochaines années. Et ça, c'est un des éléments clés, puisque ça va vous permettre de savoir si vous êtes en dessous du marché, auquel cas de pouvoir adapter en fonction. On sait que pour certains, vous avez des grilles et que vous ne pouvez pas faire sans, mais au moins, vous aurez des éléments comparatifs. Point important aussi sur les checklists, c'est encore une fois au lancement, bien valider tout un point d'étape qui vont être importants, sur lesquels il faut repasser. Donc, on a des canevas, on pourra, ceux qui le souhaitent, il suffit de nous envoyer un email à la fin et on pourra vous donner une visibilité sur tout un guide comme ça, des pratiques que vous pouvez instaurer si ce n'est pas le cas. Dernier élément aussi, aujourd'hui, la rédaction des annonces, beaucoup d'outils le font, nous notamment, mais d'autres aussi. Il est important de créer des fiches de poste qui vont être différenciantes et engageantes. Merci Georges, c'est un plaisir ces petits messages. Donc, pensez vraiment à vérifier notamment l'inclusivité, la perception des candidats. Beaucoup d'outils vous permettent de rédiger, mais surtout éventuellement d'optimiser en fonction de votre cible et en fonction de ces éléments d'inclusivité et de perception qui peuvent être intéressants. À ce titre-là, on parlait notamment de rémunération. Aujourd'hui, dans tout un processus de recrutement, il faut savoir, et on y reviendra notamment avec Nuta, que par la suite, que récupérer ces informations et aussi être en capacité de prendre des notes, être en capacité de récupérer toutes les informations au fur et à mesure d'un processus est extrêmement important, surtout si vous êtes sur des entretiens qui vont se faire en volume, où vous allez rencontrer pas mal de candidats. C'est important aussi d'être très aligné sur qui fait quoi, qui récupère l'information et comment est-ce qu'on peut y avoir accès, puisqu'en espace de 1, 2 ou 3 mois, on peut vite oublier. Implication du manager, très très important. Aujourd'hui, il faut savoir que très souvent, on va avoir une répartition des rôles entre le manager qui va analyser vraiment les hard skills et la partie soft aussi, qui est plus aussi à la main, notamment des ressources humaines. Mélanie, je pense que tu as pas mal de choses à nous dire là-dessus. C'est vous qui va, entre guillemets, agrémenter cette partie-là. En tout cas, un point important, c'est que sur Untied, il faut savoir qu'aujourd'hui, on sait que quand le manager est présent dès le lancement du brief, on a 2 fois plus de chances qu'un recrutement se finalise. Ça, c'est un point qui est extrêmement important, puisque si on se base que sur les compétences soft, il manque quelques éléments. Et si on se base que sur le technique, justement, ça ne marche pas. Peut-être, Mélanie, tu voulais rajouter quelque chose sur ce point? Tu prêches une convaincue, donc j'ai rien à ajouter, c'était parfait. Sur un processus structuré, encore une fois, on vous donne des éléments et des débuts de réponse. Sur ce point, c'est des choses qui sont extrêmement simples à mettre en place, mais qui peuvent absolument changer. Je ne sais pas vous, d'ailleurs, si jamais vous avez du partage, comme on le disait, je ne sais pas si les managers sont systématiquement inclus ou dans les processus, dans les briefs de lancement avec des cabinets ou dans un brief de lancement avec les ressources humaines ou si c'est des échanges qui se font par mail. Mais nous, concrètement, on sait qu'un kick-off de 30 minutes ou un lancement, un lancement de 30 minutes avec le manager pour chaque besoin, c'est une première étape qui est absolument indispensable. Encore une fois, on ne va pas détailler tout ce processus. Si jamais vous avez des personnes qui sont intéressées, on a créé un guide qui est indépendant de la solution qu'on vend, mais c'est empirique sur les données qu'on a pu récolter, où on sait que ça permet d'augmenter largement le succès d'un recrutement. Et on pourra vous mettre à disposition ce guide gratuitement. C'est sur Notion, avec des prompts aussi qui peuvent vous faciliter sur certains points. Donc, ce kick-off, il va servir à s'aligner avec le manager, à surtout assurer concrètement de l'alignement sur ce que souhaite le manager, sa réalisation, la répartition des tâches. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Quel est le rôle du manager dans l'analyse de l'entretien et quel est le rôle des ressources humaines dans l'exploration, si les entretiens sont faits à 2 ou pas. Donc, c'est extrêmement important de cadrer ces éléments pour notamment valider de l'implication du manager. Ça, c'est essentiel. Et de 2, s'assurer que le message ne soit pas brouillé ou différent entre le candidat et entre le manager et les personnes recrutant, notamment des ressources humaines, pour les entretiens avec les candidats, ce qui donne une image dégradée de l'entreprise. Deuxième point, formaliser des disponibilités, ça paraît extrêmement simple, mais aujourd'hui, le plus dur, c'est qu'on s'adresse à des personnes qui n'ont
pas pour métier de recruter. Quand on recrute pour un line, forcément, ce n'est pas son métier, même si c'est une nécessité. Et donc, il a des priorités, il a des tâches, il a un agenda qui évolue. L'idée est de formaliser un calendrier partagé avec des créneaux dédiés aux entretiens, des créneaux dédiés au feedback notamment. Et c'est pour ça qu'on recommande très, très forcément, notamment, on va y revenir, des solutions comme Nuta, parce que ça permet aussi très simplement d'avoir des comptes rendus, de partager ces informations et de faciliter la vie RH, line, pour être sûr que à la fois la perception et à la fois le retour d'expérience du manager et du candidat sera aligné et ne sera pas biaisé par tout simplement à une personne qui n'aurait pas l'habitude notamment de recruter. Concrètement, sur Hunted, encore une fois, et on s'appuie sur des données, on a identifié que seulement 2 jours de retard sur un traitement de candidature, donc une entreprise qui traite un CV 2 jours plus vite qu'un concurrent, par exemple, ou que sur des métiers similaires, elle diminue, encore une fois, son taux de transformation de quasiment 30%. On pourrait se dire que 2 jours, c'est absolument rien. En revanche, c'est beaucoup, notamment sur des candidats qui sont aujourd'hui... pour certains, attention, ça peut être des techniciens, ça peut être des data scientists. Il n'y a pas de sujet, même si on se dit qu'il y a un peu plus de candidats qu'il y a 2 ans. Généralement, les candidats que souhaitent les entreprises sont aussi sollicités par d'autres. Hein, il ne faut pas se leurrer. Et dans ce cadre-là, la logique de réactivité, on ne dit pas prendre des décisions à la va-vite ou par-dessus l'épaule, mais vraiment plutôt minimiser les temps de latence pour être sûr que ça n'ait pas un impact négatif dans le processus. Dernière étape, des matrices de responsabilité dont on parlait. Encore une fois, qui va évaluer les softs, qui va évaluer les hard, qui va suivre le candidat, qui va faire un feedback à chaque fois. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. La structuration de ces retours-là, elle est essentielle. Outils ressources. On vous passe, je crois, Katharina vient de vous mettre un message, on vous fait parvenir tous ces éléments si vous le souhaitez. Encore une fois, pour tous ces workflows, tous ces petits outils, vous avez des IA, des LLM, des IA génératives qui vont vous aider pour le faire. Attention toutefois à bien prendre en considération la partie RGPD, ça c'est un point important. Aujourd'hui, environ 37% des répondants nous indiquent utiliser l'IA pour ces recrutements. 44% aimeraient le faire, mais n'ont pas encore passé le pas. Pour ces 31 et comme pour ces 53%, c'est important de toujours être en conformité, d'apporter un cadre. Il faut savoir que les données liées au recrutement et aux ressources humaines font partie des plus critiques dans la logique de RGPD. Donc, soyez vigilants sur ce point. Et je me permets de rebondir sur ce petit point, Virgile, parce que je te rejoins totalement sur la partie RGPD. Et je dirais même de manière plus globale, incarner la transparence. Garder cette transparence auprès du candidat, utiliser de l'IA ou des outils, c'est quelque chose d'actuel. En revanche, rester transparent avec le candidat, c'est ce qui permettra aussi de garder ce lien et la qualité de son expérience. Totalement. J'ai beaucoup parlé de soft. Justement, on va passer au deuxième sondage, puisque l'idée, première partie, savoir est-ce que vous utilisez l'IA. Et autre partie importante aussi, dans le cadre de vos processus de recrutement, est-ce que vous évaluez déjà ces soft skills lors du processus de recrutement avant, Mélanie, de te laisser surtout la main. Merci Virgile. Oh là là, je vois les résultats qui abondent sur ce sondage. Donc là, vous êtes près de 78%, presque 80% à dire que vous évaluez les soft skills devant vos process de recrutement. Donc c'est un chiffre qui est hyper intéressant et qui nous conforte dans notre métier. Maintenant, la question, c'est comment vous les évaluez, parce que vous savez à quel point l'évaluation des soft skills, ça reste quand même touchy, et qu'aujourd'hui, il y a de la science derrière cette évaluation, et c'est ce que j'ai envie un petit peu de vous présenter notamment. Alors, donc on a bien vu là, avec la première étape, que de cadrer le besoin, d'impliquer le manager dès le départ, ça change tout, mais ça change tout dans la réussite d'un recrutement. Maintenant, quand le besoin il est bien identifié, eh bien, malgré tout,
il reste une question essentielle, c'est comment s'assurer finalement que la personne qu'on va recruter va vraiment s'intégrer, va vraiment s'épanouir, va vraiment durer dans l'entreprise. Et c'est souvent là que les choses se jouent, parce qu'en fait, dans les faits, c'est presque 9 échecs d'intégration sur 10, dont finalement l'origine peut être un problème d'attitude, un problème de comportement, donc un problème de soft skills qui n'est absolument pas un problème de compétences techniques. Et donc, ce qui fait la différence, ce sont les soft skills. Et donc, nous, d'après les données qu'on a, eh bien, seuls 13% des entreprises aujourd'hui processus, méthode pour les évaluer. Donc, il y a encore du travail, il y a encore de l'acculturation à faire autour de l'évaluation des soft skills. Et donc, quels soft skills il serait intéressant, pardon, je suis perdue là, tac, c'est là, pardon, quels soft skills il conviendrait d'évaluer? Alors, ce qui est un peu complexe quand on se lance dans une volonté de vouloir évaluer les soft skills, c'est qu'on a cette tendance à vouloir toujours tout mesurer. Voilà, on ne veut rien louper de notre futur candidat, donc on va vouloir évaluer la communication, la créativité, la gestion du stress, etc. Mais en fait, en réalité, une soft skills, elle a de sens que si finalement elle est attendue. Ce que je veux dire par là, que on n'est pas compétent en soi, en fait. On est compétent par rapport à un contexte, on est compétent par rapport à une culture, à un rôle, à des activités précises. Je donne un exemple. Si on prend prise d'initiative, en fait, prise d'initiative, ça ne signifie pas la même chose quand on est dans une start-up où tout va très, très vite que quand on est dans une grande organisation où il y a énormément de coordination, de process, de conformité. Et donc, finalement, les soft skills ne sont pas les mêmes attendus selon, par exemple, un type d'organisation. Donc, finalement, l'évaluation des soft skills, elle doit toujours commencer par le contexte du poste, à savoir, finalement, quelle est la culture de l'organisation, quel est le rôle exact qui est attendu côté collaborateur, quelles sont les activités clés au quotidien. Et en fait, ce travail de cadrage, eh bien, il permet vraiment de rendre l'évaluation des soft skills utile, prédictive, mais surtout équitable, parce que finalement, elle repose sur les attentes réelles et donc pas sur des jugements de valeur. Alors, concrètement, comment ça se passe? Eh bien, chez Performance, on a développé des outils qui sont basés sur l'IA pour accompagner vous, les RH, dans ce travail d'identification et d'évaluation des soft skills. Et donc, on vous propose une méthode en 3 étapes clés. Donc, décidément, on est vraiment sur 3 étapes partout, un webinaire en 3 étapes, une méthode d'évaluation des soft skills en 3 étapes, mais au moins c'est simple à retenir. Et donc, une méthode en 3 étapes assistée par l'IA, mais bien sûr, pilotée par vous, les RH. Forcément, on vous laisse la main. Donc, l'étape 1, c'est définir le contexte du poste. Et donc, en 3 minutes, vous allez pouvoir répondre à un court questionnaire qui permet de qualifier finalement tout ce que j'ai pu évoquer avant, c'est-à-dire le contexte. En 3 minutes, vous avez ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon en interne, notre module contextuel, où là, vous allez pouvoir identifier la culture de votre entreprise, le type d'organisation dans laquelle l'individu va s'inscrire, quelles sont les activités clés qu'il va devoir avoir à faire dans ses missions, etc., etc. Vous allez identifier tous ces éléments-là. Et puis, finalement, derrière, c'est notre IA qui ne sort pas d'un chapeau, parce qu'en fait, tout l'algorithme qui est soutenu derrière cette IA, ça provient d'une méthodologie R&D extrêmement robuste. On a fait des focus group avec des DRH, des RRH, des managers, des candidats aussi. Et voilà, on a fait cet algorithme, on a nourri cet algorithme de toutes ces études-là. Et donc, notre algorithme, il va faire le matching entre des éléments de contexte et des compétences. Là, en l'occurrence, dans cet outil-là, on a 35 soft skills clés. Et selon le contexte, eh bien, l'IA va identifier
uniquement 12 soft skills clés selon le contexte. Mais après, bien évidemment, vous avez encore la main pour faire des ajustements sur les soft skills identifiés pour ensuite les proposer à l'évaluation du candidat que vous avez identifié. Donc ça, c'est la première étape, c'est côté RH. Vous avez ce petit travail à faire en amont d'envoyer une évaluation. Donc, ce travail de remplir le module contextuel. Vous identifiez votre contexte. Moi, j'ai une petite question, Mélanie, par rapport à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des recrutements, des métiers sur lesquels l'évaluation des soft skills est plus récurrente? Est-ce qu'il y a des cas d'usage qui ressortent plus, ou c'est vraiment tout type de profil qui bénéficie de ce type de tests, de performance, de tests de soft skills? Ouais. Alors nous, effectivement, on est vraiment sur tout type de profil, quel que soit le secteur, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit aussi le niveau dans l'organisation du collaborateur. On peut être sur des profils juniors comme sur des profils hauts dirigeants. Vraiment, on touche tout le monde. Et c'est justement ça qui nous a poussé aussi à aller plus loin dans cet algorithme de matching orienté très très contexte en fait. Donc, c'est parce qu'on touche un large public de candidats qu'on a aussi voulu préciser les choses sur du recrutement, par exemple. Super. Donc ensuite, l'évalué, lui, il va recevoir un lien. Donc, via notre plateforme, vous lui avez identifié les compétences clés. Il va recevoir un lien à passer, un questionnaire d'auto-évaluation. Ça va prendre environ 15 minutes. Et puis ensuite, vous, comme lui, ou uniquement vous, ça dépend des paramétrages aussi que vous faites sur notre plateforme, va recevoir le rapport de restitution des compétences avec un taux de matching par rapport aux compétences que vous avez sélectionnées, tout simplement. Donc, ce taux de matching, il n'a absolument pas, vraiment je le précise, j'y tiens parce que c'est notre éthique, il n'a absolument pas vocation à éliminer des profils. Voilà, c'est un taux de matching qui doit servir de base à une discussion, à un échange entre vous et l'évalué. Et c'est justement la dernière étape du process, parce que l'objectif de ce rapport de restitution, de ce rapport de restitution sur les compétences, c'est d'être une base au dialogue, une base à l'échange, pour que vous puissiez prendre une décision éclairée sur un candidat. OK ? Ce que je vous propose, c'est de terminer l'évaluation des soft skills en prenant un autre angle de vue et en se concentrant un petit peu sur le candidat. Parce que là, on était très axé public RH, ceux qui évaluent, ceux qui ont besoin de recevoir l'information. Mais si on se positionne du côté du candidat, eh bien, on oublie souvent qu'un recrutement durable, c'est une expérience candidat qui doit être absolument réussie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette expérience, elle va influencer tout. Elle va influencer l'image employeur, elle va influencer l'engagement futur de la personne qui est évaluée, de votre candidat, et puis elle peut également influencer l'intégration future de la personne. Et aujourd'hui, malheureusement, l'évaluation des soft skills, elle est perçue à sens unique majoritairement, c'est-à-dire elle est vraiment perçue bénéfice orienté recruteur. Et on a du mal à percevoir les bénéfices pour une personne évaluée. Et donc nous, c'est vraiment ce qu'on a voulu chez Performance. On a voulu remettre le candidat au cœur du process. On a voulu faire en sorte que le candidat puisse bénéficier d'un vrai espace de réflexion à travers la lecture de son rapport de restitution. Et on veut lui permettre de pouvoir réfléchir, de pouvoir explorer, de pouvoir comprendre ses forces, mais aussi ses points de vigilance par rapport à un poste attendu, par rapport à là où il a envie de se projeter, et qu'il puisse aussi se poser les bonnes questions. OK, ce poste, j'ai candidaté, mais au vu de mes compétences, là, est-ce que ça va être fait pour moi ou pas? Est-ce que je vais m'épanouir? Et donc, c'est un petit peu la petite cerise sur le gâteau. Je ne sais pas si vous étiez au fait de notre toute dernière innovation, mais aujourd'hui, les candidats qui sont évalués à travers nos outils bénéficient à la lecture de leur rapport de restitution sur leurs compétences de tout un espace bot
qui est alimenté par une IA générative que l'on a nous-mêmes paramétrée, sécurisée. Donc, bien évidemment, c'est RGPD, c'est hébergé en France. Et ce n'est pas une IA qui va répondre à quel temps fait-il demain, car j'ai mon entretien, j'ai peur qu'il pleuve, il faut que je m'habille comment. Absolument pas. Voilà, elle est vraiment paramétrée pour recentrer le candidat sur des échanges entre lui et le bot, qui sont sur les enjeux de l'entretien et sur l'enjeu de la prise de hauteur, de la réflexivité sur ses compétences. Donc là, l'évalué, il peut l'IA pour mieux comprendre ses résultats, s'il y a des choses qui lui échappent, pour challenger s'il n'est pas d'accord avec des résultats, pour également poser des questions sur, je ne sais pas moi, bon, c'est quoi la science derrière ce test? Je ne vais pas réussir à dire le mot, donc je vais faire plus simple. Et puis, voilà, il va pouvoir poser toutes ces questions-là. Et donc, ça lui permet finalement de quoi? De mieux préparer son entretien. Ça permet aussi d'avoir des échanges équilibrés entre la personne évaluée candidat et le recruteur, parce qu'ils ont tous les deux le même niveau d'information. L'évalué, il a pu, grâce à l'IA, avoir un premier niveau de feedback. Donc, ça le met beaucoup plus en confort, moins stressé par rapport à cette évaluation pour arriver en confort à l'entretien. Et puis, ça permet tout simplement une décision par rapport à go, no go sur ce poste-là des deux côtés. Et donc, ça augmente les chances de réussite vraiment pour le recrutement. Donc, voilà en gros, moi, ce que je voulais vous partager autour de l'évaluation des soft skills. On a juste une petite question peut-être qui est aussi intéressante, qui a été posée par Yann. Comment avez-vous validé les résultats de l'IA? Et c'était il y a 3 minutes, donc à mon avis, ça répondait justement à ces éléments-là. Ok. Alors là, c'est beaucoup de tests et retests et tests et retests. Vous savez, cette IA générative, c'est un boulot d'1 an et demi. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on travaille dessus. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire combien de tests et retests on a fait pour qualifier la fiabilité des réponses. Mais en tout cas, les réponses sont fiables. Et puis, c'est surtout qu'en fait, on a nourri cette IA de toute l'expertise de performance pour qu'elle évite des mauvaises interprétations. Parce que, par exemple, derrière, là, je vois à l'écran la compétence rester focalisée sur ses tâches. Eh bien, un ChatGPT ou un copilote, il ne sait pas ce qu'il y a comme mesure scientifique derrière rester focalisé sur ses tâches. Moi, je sais en tant que PhD chez Performance ce que j'ai mis derrière la mesure de cette compétence et donc je l'ai donné à l'IA pour qu'elle soit en mesure de répondre convenablement sur une question qui porterait sur cette compétence-là, par exemple. Voilà. Après, si vous voulez qu'on discute plus en profondeur sur l'IA, comment elle fonctionne, voilà, on prend rendez-vous, ça sera plus sympa. Et puis, on se fait une démo, on en discute. Je vais laisser la main à Pauline, qui va du coup pouvoir enchaîner sur l'entretien. Oui, merci beaucoup, Mélanie. Et déjà, bravo à tous les deux pour ces propos que je trouve vraiment super alignés. Et donc, éviter les mauvaises surprises. Et on le voit que tout ne sort pas par magie. Je trouve ça très intéressant. Et donc là, on arrive à cette troisième étape qui est la phase d'entretien, qui est aussi une phase vraiment cruciale dans la sélection du candidat et dans le choix du candidat. Donc, on a décidé de s'appuyer sur 3 données, 3 chiffres clés qui, je pense, vont parler à beaucoup d'entre vous. Donc, que ce soit sur le temps passé à relancer les candidats, sur la qualité des candidatures ou bien sur les biais, des biais inconscients qui peuvent être générés. On le sait, c'est un cas, c'est des faits. Et donc, comment on peut venir ajouter de l'IA à tout cela pour pouvoir éviter pour pouvoir au maximum gagner du temps, maintenir la qualité et surtout éviter tous ces biais. Ce qui me permet d'ailleurs de rebondir sur le sondage que j'ai trouvé très intéressant au tout début. Donc, 51% d'entre vous aimeraient utiliser l'IA dans vos processus, mais ne le font pas encore. Donc, je pense que c'est intéressant de voir toute cette évangélisation et voir comment Nuta peut s'intégrer, et d'ailleurs l'IA de manière plus générale, peut s'intégrer à vos recrutements. Donc là, on va s'intéresser essentiellement à la phase entretien et des cas concrets sur comment l'IA peut facilement vous aider sur vos entretiens. Donc, tout d'abord, on va avoir une tâche qui est très chronophage pour tous les recruteurs, qui va être toute la section de prise de notes. Donc, la prise de notes, elle est manuelle et aujourd'hui, elle peut être totalement automatisée par l'IA. Et ce qui va permettre donc par la suite de libérer une charge mentale qui est
forte pour le recruteur et surtout de maintenir un lien humain et de garder le recruteur et vous-même concentrés avec votre candidat dans votre échange et ne plus du tout devoir avoir ce focus sur la prise de notes. Donc ça va être vraiment la première étape très simple et très facile à appliquer sur vos entretiens. Après, par la suite, on va avoir la fonction rapport, la rédaction de rapport. On sait que pour beaucoup d'entre vous, que ce soit pour du recrutement interne ou du recrutement externalisé, la génération de rapports et la rédaction de rapports est primordiale dans la prise de décision. Certains ont des rapports assez courts, d'autres vont en avoir plus denses. Aujourd'hui, avec l'IA, vous avez la possibilité d'avoir des comptes rendus qui sont automatiquement rédigés selon vos besoins, personnalisés et structurés selon vos attentes finales. Ensuite, il y a un élément clé qui va être la perte d'information et garder l'information. Sur des processus de recrutement qui vont durer sur plusieurs semaines, vous allez voir de nombreux candidats, vous allez échanger avec de nombreux candidats. Comment garder un historique, comment garder une traçabilité sur ces échanges. Aujourd'hui, avec l'IA, encore une fois, vous allez pouvoir sauvegarder vos échanges, garder des traces, y accéder facilement et donc, encore une fois, maintenir un lien avec votre candidat et surtout garder cette information précieusement pendant des semaines, des mois, selon la durée de vos processus. Si je peux me Les biais, permettre, oui, sur cette bien partie-là, sûr. j'ai un cas d'usage que j'avais déjà partagé la dernière fois, mais qui est hyper intéressant. C'est qu'on avait une information sur un sujet qui est extrêmement important, la rémunération. Et on était sur une fin de processus avec un candidat. On avait deux compréhensions différentes entre le line et moi sur ce qu'il attendait, ce qu'il souhaitait. Mais ça pouvait sembler être du détail, mais en réalité, ça ne l'était pas. Et donc, plutôt que de faire une proposition qui pourrait être déceptive, et on avait pris des notes, hein, comme tout le monde, donc c'est juste que nos notes divergeaient. Il a été extrêmement simple de pouvoir se référer à la fin de l'échange, et ça nous a, je pense, évité éventuellement un effet déceptif sur le candidat, soit donner l'impression qu'on ne l'a pas bien écouté, ou éventuellement qu'on fait sciemment, malgré ce qu'il a dit, une proposition qui n'est pas en accord avec ce qu'il souhaite. Et c'est un détail aussi simple que ça, mais en effet, comme on le disait, sur des processus qui peuvent être longs, la récupération d'informations et pouvoir se fier à une information précise, c'est très précieux, notamment sur les fins de process. Exactement. Et puis, la rémunération n'étant pas qu'un simple détail en plus, c'est vraiment une information clé. Donc, c'est vraiment toute l'importance de garder l'historique sur des sujets comme cela. Les analyses donc biaisées, ça, on en parlait un petit peu tout à l'heure, juste avant. Il est compliqué de garder une objectivité et d'être 100% impartial. On est des humains. On a une certaine sensibilité dans le choix de nos candidats et dans les différents profils. Avec l'IA, aujourd'hui, vous avez la possibilité de garder une impartialité complète et donc d'avoir une comparaison des candidats de compétences, donc qu'elles soient soft ou techniques, et vraiment avoir une analyse totalement objective sur les candidats. Ensuite, on va passer à une tâche assez chronophage. Je sais que beaucoup de recruteurs perdent du temps, perdent beaucoup de temps dessus et surtout ont du mal à garder des ATS à jour. L'ATS est vraiment un outil indispensable. Encore une fois, là, on est sur une tâche chronophage, on est sur une tâche récurrente. Aujourd'hui, tout peut être automatisé avec l'IA et vous avez la possibilité d'avoir une IA qui complète et anime automatiquement vos ATS. Et enfin, le suivi candidat. Alors, le suivi candidat, il est long, hein. Tout n'est pas fait par l'IA, évidemment, mais vous avez différentes étapes du suivi qui peuvent être automatisées par l'IA. Donc là, maintenant, je vais vous montrer concrètement comment Nuta intervient sur cette phase d'entretien et après, et surtout comment l'IA va venir solutionner ces problèmes de perte de temps, ces problèmes de perte de qualité et d'information. Tout d'abord, on va voir sur la phase d'entretien, comme je vous disais, tout ce qui va être prise de notes. La charge mentale est libérée, on est vraiment concentré avec le candidat. Et je le voyais récemment quand on a recruté sur la team marketing auprès de Nuta, d'avoir un outil où je peux être essentiellement concentrée sur mes candidats, sur les personnes avec qui j'interagis. Ça améliore grandement la qualité des échanges et surtout l'implication humaine que je vais avoir derrière. Ensuite, les rapports dont on parlait juste avant, rédiger vos rapports de suivi, vos rapports, ils peuvent être personnalisés et structurés autant que vous le souhaitez directement par notre IA. Et là, on va avoir d'autres fonctionnalités un petit peu clés comme des clips qui peuvent être automatiquement générés pour, encore une fois, améliorer votre processus de décision. Donc ça, c'est vraiment sur la phase entretien. Maintenant, sur la phase prise de décision, comment l'IA et comment Nuta va pouvoir venir vous aider. Tout d'abord parce que vous allez pouvoir venir croiser les données. Vous allez pouvoir enrichir votre plateforme avec des CV, avec des offres d'emploi et avec les échanges que vous avez eus avec vos candidats
pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Vous pouvez même d'ailleurs importer, que ce soit vos tests faits avec performance pour pouvoir ajouter de la valeur. L'intérêt étant de mettre le plus de ressources possible et de croiser le plus de données et d'informations possibles pour éviter les mauvaises surprises à la fin. Et enfin, le suivi, on sait que le suivi, ça peut être un élément assez négligé ou un élément qui est parfois mis de côté. Encore une fois, avec de l'IA et avec Nuta, ça, c'est un suivi qui peut être amélioré, une qualité qui peut être améliorée, d'une part par des emails automatiques. Les emails ne sont pas envoyés automatiquement. En revanche, des emails, des drafts, des brouillons d'emails vont être générés pour vous aider à avoir un suivi candidat plus précis pour pouvoir résumer assez rapidement ce qui s'est fait et puis surtout pour pouvoir communiquer sur les étapes d'après. L'ATS, j'en parlais donc tout à l'heure, le fait d'avoir votre ATS toujours à jour et garder l'historique des échanges qui, pour moi, est l'un des éléments clés. Notre mémoire n'est pas extensible, malheureusement. On vieillit en plus. Donc, d'avoir une plateforme qui nous permet de garder tous les historiques, donc que ce soit avec vos clients, sur des briefs ou avec vos candidats, ça permet vraiment de rajouter une grande valeur et des candidats avec qui vous avez échangé il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, pouvoir avoir une trace sur vos tout premiers échanges que vous avez eus avec eux, ça permet vraiment d'améliorer d'une part leur expérience candidat et d'autre part votre expertise métier. Et tu sais, Pauline, là, je suis un peu égoïste et je ramène un peu ma science, mais pour ce qui est de la mémoire, et j'abonde dans ton sens parce que c'était l'objet de ma thèse quand j'étais toute jeune il y a quelques années. Et voilà, la mémoire, elle est malléable, on déforme tout, toutes les informations qui s'insèrent viennent supplanter d'autres, etc. Donc voilà, enregistrer, figer les choses d'une quelconque manière, mais ne faites pas confiance nécessairement à votre mémoire. Oui, je suis d'accord. Il faut continuer à l'entretenir, hein, notre mémoire. On en a besoin Voilà. quand même sur beaucoup d'éléments. Mais en revanche, aujourd'hui, on peut compter sur des outils qui nous permettent d'avoir un petit peu un deuxième cerveau. Et Voilà. c'est très utile et efficace dans ces cas d'usage. Donc voilà, en conclusion, l'intérêt de l'IA dans votre prise de décision finale et comment elle va vous aider concrètement. Déjà, une collaboration qui va être améliorée, donc que vous travaillez en équipe ou que vous soyez potentiellement indépendant. En tout cas, l'information est claire, l'information est homogène, elle est unique et tout le monde a la même information. Et ça, déjà, c'est un élément de base qui permet, encore une fois, d'éviter ces mauvaises surprises. L'objectivité, ça, on en parlait juste avant, bien que je ne doute pas de l'impartialité que vous ayez sur tous vos entretiens, nous sommes humains et nous pouvons être biaisés par certains éléments. L'IA, aujourd'hui, va maintenir cette objectivité et va maintenir cette transparence. L'harmonisation, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. L'information est unique, tout le monde y a accès et c'est la même information partout. Et la transparence, ça, je l'évoquais tout à l'heure avec toi, Virginie, mais je voulais refaire un point dessus, que ce soit sécurité et transparence. Aujourd'hui, les candidats ont conscience de l'IA, sont aware de l'existence de l'IA, l'intérêt étant de toujours rester transparent avec eux. D'une part, pour maintenir la qualité de leur expérience, mais j'aurais même tendance à dire que l'IA peut améliorer l'expérience candidat. On l'a vu tout à l'heure dans le cas de performance et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est vrai que la soft skills, on la voit régulièrement sur la partie recruteur, mais en tant que candidat, comment on exploite cette soft skills, comment on l'améliore. Et donc, voilà, je trouvais ça intéressant de mettre ce point d'appui de l'IA et de maintenir cette transparence avec tous les candidats. Dernier mais pas des moindres, quelques chiffres qui j'espère vont parler à nos 52% qui n'ont pas encore testé l'IA mais qui aimeraient pouvoir le tester. Aujourd'hui, on a des données clés, on a des résultats clés. Ça va être 50% de temps gagné sur vos tâches répétitives et chronophages. L'IA n'est pas là pour venir remplacer vos métiers. En revanche, dans tous nos métiers, on va avoir des tâches répétitives, des tâches chronophages, des tâches douloureuses que l'on n'aime pas faire. Aujourd'hui, l'IA va pouvoir venir automatiser ça et vraiment vous permettre de vous concentrer sur la valeur de votre travail et d'être à 100% sur la qualité de vos décisions. Les biais, encore une fois, c'est vraiment un point clé, mais parfois, certains recruteurs peuvent avoir peur de cette notion d'IA, alors qu'en revanche, elle va permettre de vraiment harmoniser toutes les informations et éviter les biais. Et la qualité de l'expérience candidat, ça, on le voit avec beaucoup de recruteurs qui utilisent Nuta, qui vont nous dire que l'expérience est améliorée parce que, d'une part, ils sont totalement concentrés sur le candidat, mais aussi par la suite, le suivi va être plus qualitatif. Tout comme, encore une fois, performance, le candidat va pouvoir avoir accès et revisionner
son entretien s'il le souhaite. Donc, à des défauts d'amélioration toujours pour le candidat également. Et là, on en vient, je pense, à résumer un petit peu de toute cette prise de parole pour tous les trois. Et puis, quels sont nos meilleurs tips pour éviter les mauvaises surprises. Donc là, on rejoint Virgile sur cadrer le besoin initial. Peut-être que tu veux avoir quelques mots de conclusion, Virgile, à ce sujet. Non, je pense qu'en effet, on l'a vu, ce travail de cadrage, il va totalement avec la continuité du processus. Et c'est une fois qu'on a fait ce cadrage, on peut sereinement avancer à la fois sur la réalisation des entretiens, sur les tests, et surtout gagner du temps et éviter de créer de la déception de part et d'autre. Donc, il est extrêmement important, surtout que c'est très simple, avec des petits tips, on peut y arriver facilement. Après, peut-être le côté, du coup, soft skills qui rejoignait Mélanie, si tu veux rajouter deux, trois mots à ce sujet. Yes, merci Pauline. Donc, évidemment, hein, Virgile, il l'avait dit également au début de sa présentation qu'il y a une vraie complémentarité finalement entre des hard skills et des soft skills. Et donc, d'où l'intérêt de ne pas négliger les softs. Mais voilà, les softs, ça a été dit aussi. J'ai entendu Pauline parler de biais. Les soft skills, si on les évalue à la mano, avec notre intuition, avec elle a fait telle étude, moi aussi, forcément ça va matcher. Non, ça peut pas matcher, ça fonctionne pas comme ça. Et les soft skills, ça s'évalue, il y a de la science derrière. Et donc, on est là pour vous accompagner, pour identifier ce qui est utile pour vous selon vos contextes. Donc, ne négligez pas les soft skills. Et ça me permet d'enchaîner sur le choix des bons outils. Si vous choisissez les bons outils, eh bien, vous allez forcément fluidifier vos recrutements, les rendre plus ciblés et vous optimiser tout votre process, quoi. Le mot de la fin, Pauline ? Non, je rebondis justement sur ces outils. Ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'il existe de nombreux outils pour les recruteurs et les professions RH qui sont vraiment adaptés à vos métiers, qui sont développés pour vous. Et je pense qu'aujourd'hui, il est intéressant de les intégrer dans tous vos processus et vos étapes de recrutement. Et puis, dernier mot de la fin, restez objectif et transparent. Votre métier a de la valeur. Vous avez les bons outils, mais voilà, informez le candidat sur tous vos processus et ça sera le plus important. On vous a parlé de 3 étapes clés qui, bien évidemment, font écho à des solutions, mais le but n'était pas forcément de vous présenter nos solutions, mais surtout de voir quels étaient dans les besoins ou quels étaient les pains qu'on pouvait répondre. Bien évidemment, certains d'entre vous, on l'a vu, sont déjà des utilisateurs, d'autres ne nous connaissent peut-être pas. On vient de vous faire parvenir un sondage. Si jamais vous souhaitez une démonstration plus personnalisée où on répond à votre besoin, votre environnement, puisque que ce soit Nuta, que ce soit Performance, que ce soit Unteed, on recrute avec tout type d'entreprise. Chez Unteed, on recrute avec des PME, des grands groupes. Même chose pour Performance et Nuta qui travaillent avec des entreprises variées. Donc, si vous voulez des cas d'usage et un fonctionnement un peu plus personnalisé, n'hésitez pas à nous faire savoir. C'est le dernier sondage. Et après, on vous laisse tranquille et on vous laisse aller déjeuner tranquillement. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir accompagnés si nombreux tout au long de cette présentation. On vous envoie le replay, bien évidemment, comme on l'a dit, d'ici une petite heure. Et on reste à votre disposition pour des échanges plus personnalisés. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Pauline, Mélanie ? Non, c'était parfait. J'ai passé un très bon moment avec vous. Merci à tous et j'espère que ce webinaire vous a plu et qu'il a été riche en ressources. C'est vrai qu'on a passé les questions, mais c'est pas forcément. Je suis allé un peu vite. Est-ce que je pense que c'était la clarté des propos. Je veux dire, quand tout est clair, il n'y a pas de questions. Je veux pas nous jeter de fleurs, mais bon. On a beaucoup de remerciements. En tout cas, on vous remercie surtout de votre présence. Vous étiez hyper nombreux. C'est plaisir. Vraiment, en plus, on vous prend du temps sur le temps du midi. Merci en tout cas de votre présence et passez une belle journée. On attend vos questions. On reste là si vous en avez. Et nous, à notre tour, on va aussi aller déjeuner. Mais comme on le disait, vous avez le petit QR code si nécessaire. Vous avez nos adresses mail. On vous envoie la présentation, le kit pour ceux qui l'ont demandé. Donc, le petit kit avec les éléments, les différents prompts. On vous le fera parvenir par mail d'ici la fin de l'après-midi. Je pense qu'on peut se dire une
belle journée, souhaiter une belle journée et se dire à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Très belle journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.